Préparez-vous à une analyse qui non seulement vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'économie actuelle, mais qui vous amènera également à questionner les décisions qui façonnent notre avenir financier. Nous sommes à un tournant, un moment critique que peu de gens sont prêts à affronter. Alors que la majorité des individus reste plongée dans sa routine quotidienne, ignorant les signaux ou sans réfléchir profondément à ce qui se passe, les indices d'un changement monumental sont disséminés partout. Ce scénario n'est pas seulement une tendance passagère, il s'intensifie à une vitesse alarmante et je crois fermement que nous vivons déjà un moment de rupture historique. Bien que cet ajustement puisse être douloureux à court terme, il est nécessaire pour corriger les déséquilibres qui se sont accumulés pendant des années. Cependant, la confusion règne car beaucoup ont supposé que le monde suivrait un cours prévisible, que les choses reviendraient à la normale. Mais la réalité est différente. Tout change et la peur commence à s'infiltrer dans les marchés, chez les investisseurs et dans la société en général. Nous le voyons dans de multiples indicateurs économiques, dans le comportement des consommateurs et dans les décisions des entreprises. Décomposons les données avec précision pour comprendre ce qui se passe et ce que nous pouvons attendre dans les mois à venir. L'un des indicateurs les plus révélateurs de cette situation est l'évolution de la masse monétaire. M2, qui inclut l'argent liquide, les dépôts à vue et les économies facilement accessibles. En 2020, en pleine pandémie, le M2 a atteint une croissance record de 27 %, portée par des injections massives de liquidités des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale, Fed. C'était une réponse sans précédent à une crise mondiale, mais depuis lors, la tendance s'est radicalement inversée. Ces dernières années, la croissance du M2 a ralenti de manière constante et actuellement, en termes interannuels, elle pourrait être proche ou même descendre en dessous de 3 %. C'est un niveau extrêmement bas qui laisse peu de marge pour soutenir la croissance économique ou alimenter l'inflation, à moins qu'un événement extraordinaire ne survienne, comme une augmentation explosive de la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle l'argent circule dans l'économie. Mais est-ce probable dans le contexte actuel? J'en doute fortement. Dans cet environnement d'incertitude, les individus comme les entreprises adoptent une posture beaucoup plus prudente. Les consommateurs réduisent leurs dépenses sur les biens non essentiels. Les entreprises reportent leurs investissements et accumulent des liquidités, et le sentiment général est à la prudence. Si nous regardons de plus près, le M2 a atteint son pic en avril de cette année, et depuis, nous n'avons pas vu de nouveaux sommets. Cet immobilisme est inhabituel. Des baisses consécutives de l'offre monétaire ne sont pas un phénomène courant, et avec la posture actuelle de la Fed, il est probable que ce pic ne soit pas dépassé à court terme. Maintenant, soyons absolument clairs. Je pense que la Réserve fédérale commet une grave erreur et ce n'est pas une opinion que j'exprime à la légère. En tant qu'analyste, je dois être prudent lorsque je porte des jugements sur les institutions régulatrices, mais les données sont sans équivoque et parlent d'elles-mêmes. Le président de la Fed, Jerome Powell, semble convaincu qu'il peut imiter le légendaire Paul Volcker, le président de la Fed qui, dans les années 80, a réussi à dompter une inflation galopante qui semblait incontrôlable. Volcker est resté dans les mémoires comme un héros pour avoir inversé la tendance d'une inflation qui s'était déchaînée pendant 15 ans, depuis 1964, alimentée par une combinaison explosive de facteurs. Les dépenses massives de la guerre du Vietnam, les ambitieux programmes sociaux de la Great Society de Lyndon Johnson et une politique fiscale et monétaire sans restriction. À cela s'ajoutaient des chocs externes, comme l'embargo pétrolier de 1973, qui a fait grimper les prix de l'énergie et exacerbé les pressions inflationnistes. Cependant, même dans ce contexte de chaos économique, il n'y a jamais eu un ajustement aussi brutal que celui que nous observons aujourd'hui. Aujourd'hui, le paysage est radicalement différent. Par exemple, les dépenses fédérales aux États-Unis ont chuté de 14 % en termes interannuels, une contraction qui aurait été impensable dans les années 70, lorsque les dépenses publiques augmentaient sans frein. À cette époque, la politique monétaire semblait être en pilote automatique, avec une Fed qui ne réagissait pas avec assez de fermeté,
ce qui a conduit à une dévaluation du dollar et à une hausse incontrôlée des prix. Volcker, en prenant les commandes, a mis en place une restriction sévère de l'offre monétaire, en augmentant les taux d'intérêt à des niveaux historiques. Ce remède était amer. Il a provoqué une profonde récession, mais a finalement réussi à briser le cycle inflationniste. Cependant, le processus n'a pas été instantané. L'inflation n'a été perçue comme maîtrisée qu'en 1986, lorsque les prix du pétrole se sont effondrés, consolidant la victoire de Volcker. Mais voici la clé. Le contexte actuel n'est pas celui des années 70. L'inflation d'aujourd'hui a des racines différentes, largement alimentées par des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des chocs énergétiques et les conséquences de la pandémie, plutôt que par une surchauffe structurelle de l'économie. Alors, la Fed va-t-elle trop loin en essayant de reproduire la stratégie de Volcker? Les chiffres suggèrent que oui. D'un côté, la contraction de l'offre monétaire exerce une pression déflationniste qui pourrait ralentir l'économie plus que nécessaire. De l'autre, les taux d'intérêt élevés rendent le crédit plus coûteux pour les entreprises et les consommateurs, ce qui pourrait déclencher une récession plus profonde si cela n'est pas géré avec prudence. De plus, les marchés financiers commencent à montrer des signes de nervosité. La volatilité des indices, comme le VIX, qui mesure la peur à Wall Street, augmente et les rendements des bons du Trésor sont à des niveaux que nous n'avions pas vus depuis des années. Tout cela crée un cocktail dangereux. Moins d'argent en circulation, un coût plus élevé pour emprunter et une confiance qui s'évanouit rapidement. Cette analyse commence à peine à dévoiler les couches de ce qui pourrait arriver. Dans les mois à venir, nous explorerons comment ces dynamiques affectent des secteurs spécifiques, du marché immobilier au secteur technologique, et ce que nous, en tant qu'individus, pouvons faire pour naviguer dans ce terrain incertain. Nous examinerons également les réponses possibles d'autres banques centrales, comme la Banque centrale européenne ou la Banque du Japon, et comment leurs décisions pourraient influencer le paysage mondial. Une chose est sûre, le monde économique que nous connaissions est en pleine transformation et ceux qui ne s'adaptent pas à ces changements risquent de rester à la traîne. Ne vous déconnectez pas, car cette histoire est loin d'être terminée et les implications seront profondes pour nous tous. J'espère que cette version répond à vos attentes. Si vous avez besoin de plus de détails sur une section ou d'une approche différente, n'hésitez pas à me le demander. Ouvrez les yeux, car l'économie mondiale est à un carrefour que vous ne pouvez pas ignorer. L'inflation, les taux d'intérêt et les décisions de la Réserve fédérale, Fed, façonnent un scénario qui pourrait tout changer. Lorsque Paul Volcker a affronté l'inflation dans les années 80, il a traité un problème qui s'était construit pendant 15 ans. Les attentes inflationnistes étaient ancrées dans le système et son approche était magistrale. Mais aujourd'hui, la situation est radicalement différente. L'inflation que nous affrontons n'est pas le résultat de décennies de politiques incontrôlées, mais de chocs ponctuels sur une période de seulement 15 mois. Et pourtant, le président Powell brandit un marteau bien plus grand que celui de Volcker. Est-ce une erreur monumentale? Décomposons les détails. En 2020 et 2021, le monde a fait face à une série de coups sans précédent. Une pandémie mondiale, la première de cette ampleur depuis la grippe espagnole. Des perturbations massives dans les chaînes d'approvisionnement dues à la panique liée au COVID. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'invasion russe de l'Ukraine, qui a déclenché un autre choc économique. Ces événements n'ont pas ancré des attentes d'inflation à long terme dans le système, comme cela s'était produit dans les années 70. Malgré cela, Powell agit comme s'il faisait face à une inflation beaucoup plus enracinée. À l'époque de Volcker, les taux d'intérêt sont passés de 10% à 20%, soit un doublement. Aujourd'hui, la Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 0,25% à 5%, soit une augmentation de 20 fois. Oui, vous avez bien lu. Certains soutiennent que, comme la base était faible, ce n'est pas si grave. Mais c'est précisément le problème. Partir d'une base si basse après des années de taux proches de zéro depuis la crise de 2008 rend cet ajustement bien plus perturbateur. L'économie n'était pas préparée à ce changement brusque.
Les entreprises et les consommateurs n'avaient pas d'attente d'inflation ancrée, et cette hausse drastique secoue le système. Comparé à l'augmentation de Volcker, qui faisait face à une économie habituée à des taux élevés, le mouvement de Powell est exponentiellement plus agressif, et les conséquences commencent déjà à apparaître, bien que beaucoup aux États-Unis ne s'en rendent pas compte ou ne l'aient pas analysé en profondeur. Au Royaume-Uni, par exemple, nous avons récemment assisté à un événement qui a failli déclencher un effondrement financier, un moment Lehman en miniature. Que s'est-il passé? Les fonds de pension britanniques, qui utilisent des stratégies d'investissement axées sur les passifs, LDI, se sont retrouvés piégés dans une tempête parfaite lorsque les taux ont augmenté et que les actifs soutenant leurs obligations se sont effondrés. Ne vous déconnectez pas. Cette analyse révèle pourquoi les décisions de la Fed pourraient nous conduire en territoire inconnu, avec des ramifications que nous commençons à peine à comprendre. Alerte! La crise financière que personne n'a vu venir. Les marchés sont-ils au bord de l'effondrement? À leur base, les fonds de pension cherchent à équilibrer, dollar pour dollar, les paiements qu'ils doivent effectuer aux retraités à mesure qu'ils partent à la retraite. Cela semble simple, mais voici le problème. Parvenir à un équilibre parfait entre actifs et passifs serait idéal pour garantir la stabilité du système, mais attention, il n'y arrivait pas toujours. Pendant des années, dans un environnement de taux d'intérêt ultra bas, les banques et les fonds de pension ont eu recours à des dérivés et à des stratégies risquées pour atteindre leurs objectifs financiers. Résultat, une bombe à retardement que peu de gens ont anticipé. Imaginez ceci. Après une longue période de taux d'intérêt presque nuls, les gestionnaires de fonds et les banques ont commencé à supposer que ce scénario durerait éternellement. Erreur fatale. Cette croyance s'est ancrée dans les opérations complexes avec des dérivés qu'ils réalisaient. Personne, absolument personne, n'attendait une hausse soudaine des taux d'intérêt. Mais, surprise, lorsque les taux ont commencé à grimper, les fonds de pension se sont retrouvés confrontés à des appels de marge qu'ils ne pouvaient pas couvrir. Écoutez ceci, si les taux avaient atteint 8% et ils ont déjà touché 6% au Royaume-Uni, le système de pension aurait pu imploser. Mais attendez, ce ne seraient pas seulement les fonds de pension qui s'effondreraient. Les banques, en tant que contrepartie de ces dérivés, auraient été les véritables perdantes dans ce chaos. Pour éviter une catastrophe, la Banque d'Angleterre a dû intervenir avec une action audacieuse, rappelant les paroles de Mario Draghi en 2011. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire ». Cependant, cette décision est arrivée à un moment compliqué. Alors que la Banque d'Angleterre était forcée d'augmenter les taux pour contrer la chute de la livre, cette crise les a obligés à faire un virage inattendu dans leur politique monétaire. Résultat, une inversion qui a laissé tout le monde stupéfait. Maintenant, les fonds de pension ainsi que les banques sont en mode désendettement. Mais voici une autre question cruciale. Comment se désendetter dans un marché où la liquidité brille par son absence? La réponse est simple mais alarmante. On vend ce qu'on peut. Et qu'est-ce qui est le plus liquide? Exactement, les bons du Trésor. Ainsi, nous assistons à une vente massive de bons du Trésor américain détenus par des fonds étrangers, même alors que les pressions déflationnistes augmentent dans le monde entier. N'est-ce pas de la folie? Cette situation n'est pas un incident isolé. Nous pensons que nous sommes au début d'une crise financière plus large. Alors que la Réserve fédérale des États-Unis persiste à augmenter les taux d'intérêt, avec des discours cette semaine réaffirmant son objectif d'inflation de 2%, la pression sur les marchés mondiaux s'intensifie. D'autres pays ressentent déjà l'impact. La Chine est intervenue pour freiner la chute du yuan et le Japon a fait de même avec le yen. Qui sera le prochain? Préparez-vous, car ce voyage financier est loin d'être terminé. Les marchés sont sous pression et les décisions des banques centrales pourraient définir l'avenir économique mondial. Sommes-nous prêts pour ce qui arrive? Attention à ceci. Qu'est-ce qui secoue les marchés mondiaux? Pourquoi certaines monnaies sont-elles au bord de l'effondrement? Décomposons ce puzzle financier qui tient le monde en haleine. Que se passe-t-il avec les monnaies? Lorsque le Japon veut soutenir son yen,
Il vend des dollars et rachète sa monnaie. C'est en quelque sorte une manœuvre astucieuse. Cela injecte des liquidités en dollars dans le système mondial. La Chine fait quelque chose de similaire. Et voici la question. La Réserve fédérale, Fed, ne devrait-elle pas prendre note et faire quelque chose de semblable aux États-Unis? Un moment critique. La situation devient intense et il semble que nous soyons au bord d'un tournant. La Fed sait que ses décisions ont un écho mondial, mais sa priorité est les États-Unis. Cela me ramène aux années 80. Vous souvenez-vous, les accords de Plaza et du Louvre, où les ministres des Finances mondiaux se sont alliés pour vendre des dollars et freiner l'impact déflationniste sur d'autres pays. L'impact déflationniste. Imaginez des pays avec des monnaies qui s'effondrent, des taux d'inflation qui semblent tendre vers l'hyperinflation et des dettes en dollars impossibles à rembourser. À long terme, cela crée un environnement déflationniste qui peut être dévastateur pour l'économie mondiale. Les points faibles aux États-Unis. Alors, où est le talon d'Achille aux États-Unis? Les fonds de pension. Il y a des stratégies d'investissement axées sur les passifs, LDI, en jeu, mais elles ne semblent pas aussi endettées qu'ailleurs. Cependant, le crédit automobile montre des signaux d'alarme. L'indice des voitures d'occasion de Manheim vient de chuter de 3% supplémentaires, après une baisse de 4% le mois dernier. Il y a un an, cet indice augmentait à un rythme de 50%. Maintenant, il est à moins 0,1%. Depuis son pic en janvier, il a baissé de 14% avec une chute annualisée dépassant 20%. L'effondrement du marché automobile. Les prêts automobiles reposent sur des valeurs résiduelles qui sont maintenant en chute libre. Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont acheté des voitures pour éviter les transports publics, même s'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient heureux de voir les prix des voitures d'occasion grimper, pensant qu'ils pourraient les revendre avec profit. Mais, surprise, ces prix, qui avaient augmenté de 50%, sont maintenant stables ou en baisse. Les concessionnaires, qui ont payé trop cher pour ces voitures, font maintenant face à des pertes. Et avec la hausse des taux d'intérêt, maintenir ces stocks devient de plus en plus coûteux. Ils doivent s'en débarrasser, et vite. Préparez-vous, car c'est énorme. Qu'est-ce qui met en péril l'économie mondiale? Les marchés envoient ainsi des signaux d'alarme, et il est temps de prêter attention. Les entreprises liquident leurs stocks à une vitesse fulgurante et nous pensons que ce phénomène est déjà en cours. Dans le secteur automobile, il y a environ $1 billion de prêts en circulation. Ce n'est pas un risque qui va faire s'effondrer le système, mais attention, ce secteur était une étoile pendant la crise de 2008-2009, donc les pertes ici vont surprendre plus d'un investisseur. Un autre point vulnérable aux États-Unis. Les entreprises sont lourdement endettées. Pourquoi? Parce qu'elles ont privilégié les actionnaires à court terme en rachetant des actions et en versant des dividendes, même si cela signifiait s'endetter jusqu'au cou. Cela frappe durement les secteurs en pleine transformation, tant cyclique que structurelle. Le commerce de détail est un exemple frappant. Nous sommes stupéfaits par la quantité de stocks qui s'accumulent. D'un point de vue déflationniste, c'est une bombe à retardement. Et nous pensons que c'est le plus grand risque actuellement. La chaîne d'approvisionnement est saturée de signaux déflationnistes, des matières premières au consommateur final. Les détaillants sont noyés dans les stocks. Un cas qui fait parler est Adidas. En tant que marque qui vend directement et via des détaillants, ses stocks ont augmenté de 40%. En Amérique du Nord, l'augmentation a été de 65%. Et les stocks en transit, principalement depuis l'Asie, encore sur les navires, ont grimpé de 80%. Que va-t-il se passer? Pour vider les entrepôts, Adidas et les détaillants devront réduire les prix de manière drastique. Ce n'est que la pointe de l'iceberg d'un problème bien plus vaste. Si la Fed se base sur les données, donnons-lui des données. Dans les années 80, 90 et 2000, l'inflation a chuté pendant des périodes d'économie robuste. Pourquoi? La productivité. Une forte croissance stimule la productivité, qui à son tour freine l'inflation. Maintenant, parlons des matières premières. Fed, prenez note. Depuis leur pic, le cuivre a chuté de 28%, le bois de 70%. Oui, le marché immobilier est en difficulté. Le minerai de fer de 42%,
le blé de 15 %, l'argent de 27 %, les puces mémoire DRAM de 45 %, l'indice des frais baltes de 50 %, l'indice des frais secs de 62 % et le pétrole de 25 %. Certains disent « Eh bien, les prix ont tellement augmenté qu'ils ne sont pas encore bas en termes interannuels. » Cette excuse ne tient plus. Signaux clairs des marchés. Les chiffres ne mentent pas. Le cuivre, un indicateur clé de l'activité industrielle, a chuté de 16 % au cours de la dernière année. Le bois, essentiel pour la construction, est en baisse de 26 %. Mais il y a une autre donnée curieuse qui me vient à l'esprit de mes jours d'études en économie. Les prix du carton pour conteneurs, qui reflètent l'intensité du commerce mondial. Ils ont baissé de 28 % depuis leur maximum et de 51 % par rapport à l'année dernière. Ces preuves pointent vers une économie qui se refroidit rapidement. La Fed et ses données en retard. La Fed assure qu'elle se base sur les données, mais elle semble regarder dans le rétroviseur. Les indicateurs qu'elle privilégie sont tardifs, alors que les marchés s'effondrent. Les actions et les obligations chutent en même temps, un phénomène rare que nous n'avions pas vu depuis la crise de 2008-2009. Les pertes pour les investisseurs depuis le pic récent dépassent le double de ce qui s'est passé à cette époque. La liquidité s'épuise et les appels de marge forcent les investisseurs à vendre des actifs liquides, comme les bons du gouvernement, ce qui explique leur recul malgré les signaux déflationnistes. Un tournant imminent. Nous approchons d'un moment décisif. Les marchés évoluent à un rythme effréné. La correction du marché boursier la semaine dernière a été sévère et les rendements des obligations diminuent rapidement. Ce n'est pas seulement une turbulence passagère, mais une crise en gestation. La Fed doit agir rapidement. Elle pourrait commencer par un changement de discours pour préparer le terrain, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien entendu. Cependant, les données sont convaincantes et seront bientôt impossibles à ignorer. L'absence de débat à la Fed. La Fed maintient une posture unifiée, mais cela étouffe le débat nécessaire. Avec autant de membres et de présidents régionaux, nous devrions voir des discussions basées sur les données. Si les données étaient au centre, il n'y aurait pas de consensus sur leur approche actuelle. Nous pensons que la Fed pivotera, et de manière significative, non par choix, mais parce que les marchés l'y obligeront. Vers un aube après la tempête. C'est plus sombre avant l'aube, et ce moment semble crucial. La Fed a ignoré les signaux jusqu'à présent, mais elle ne pourra pas le faire beaucoup plus longtemps. Des événements comme le quasi-effondrement Lehman au Royaume-Uni sont des avertissements de ce qui est en jeu. Les marchés parlent haut et fort. La grande question est, quand la Fed répondra-t-elle? Le prochain mouvement sera clé. Attention, l'économie envoie des signaux que vous ne pouvez pas ignorer. Préparez-vous à une analyse qui vous fera tout remettre en question. Les marchés montrent des signes de tension. Et ce qui semblait être une économie résistante pourrait être au bord d'un changement dramatique. Les prix des biens essentiels sont en chute libre et dans certains secteurs, ils s'effondrent littéralement. Qu'est-ce que cela signifie? Décomposons-le. Les écarts de rendement, cette différence entre les obligations à haut risque et les bons du Trésor, commencent à s'élargir. Ce n'est pas juste un chiffre sur un graphique, c'est un signe que la peur commence à s'infiltrer dans les marchés. Et elle le fait à travers de multiples indicateurs. Comme le dit le proverbe, les crises arrivent lentement, puis d'un coup. Depuis que la Réserve fédérale, Fed, a commencé à augmenter les taux d'intérêt en 2022, nous naviguons dans une récession roulante. D'abord, le secteur du logement s'est effondré. Ensuite, l'immobilier commercial, en particulier les bureaux, est entré dans une récession profonde. Maintenant, le secteur multifamilial montre des fissures. Les voitures, bien qu'elles aient connu des moments de stabilité, croissent à des taux inférieurs à la normale. Les dépenses en capital se contractent, la confiance des consommateurs chute et le logement, qui semblait se redresser, a de nouveau reculé si l'on regarde les ventes. Mais voici l'essentiel, cette récession roulante évolue vers quelque chose de plus grand, une phase de tout à la fois. Ouvrez les yeux. La narrative selon laquelle l'inflation est l'ennemi public numéro 1 pourrait être erronée.
le véritable risque maintenant est la déflation. Oui, les prix baissent, et bien que les consommateurs réagissent à ces prix plus bas, comme nous l'avons vu dans le récent rapport d'Amazon, c'est une épée à double tranchant. Pour les entreprises, la chute des prix signifie des marges plus étroites, ce qui pourrait déclencher des problèmes plus graves. Cette semaine, les données ne mentent pas. Le PMI, indice des directeurs d'achat, et le rapport sur l'emploi montrent des signaux clairs de récession. La règle de SAM, qui mesure une augmentation du chômage de 50 points de base sur une moyenne mobile de 3 mois par rapport à son minimum, s'est activée. Ce n'est pas une théorie. De plus en plus de gens commencent à parler de récession, et à juste titre. Maintenant, soyons clairs, nous ne parlons pas d'un effondrement comme celui de 2008-2009. La nature de cette récession roulante suggère un scénario différent. Mais ce qui est critique, c'est l'accent mis sur le pouvoir de fixation des prix. Dans les années 80, lorsque Paul Volcker, président de la Fed, a combattu une inflation à 2 chiffres avec des taux d'intérêt très élevés, il y avait une marge d'erreur. Aujourd'hui, avec une inflation bien plus basse, la Fed a moins de place pour manœuvrer. Maintenir les taux plus hauts plus longtemps, sous le prétexte que l'inflation et le grand risque pourraient nous conduire en terrain dangereux. Cependant, il y a de l'espoir. Reconnaître le problème est la première étape pour le résoudre. Ce moment de clarté pourrait être le tournant dont nous avons besoin. Alors, restez à l'écoute. La déflation, et non l'inflation, pourrait être le prochain grand défi. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Un avenir transformateur, la convergence technologique et l'efficacité gouvernementale. Ouvrez les yeux à une révolution en marche. Le monde change à une vitesse vertigineuse, et bien que ces changements puissent sembler écrasants à court terme, ils sont le prélude à un avenir extraordinaire. Les corrections que nous observons génèrent de la confusion, c'est vrai. Beaucoup de gens pensaient que le monde continuerait à fonctionner selon les règles habituelles, mais soudain, tout a changé. Cependant, il y a une raison d'être optimiste, et son nom est Elon Musk. Sa mission de transformer l'efficacité du gouvernement n'est pas seulement inspirante, elle pourrait redéfinir la manière dont nous affrontons les défis du 21e siècle. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi c'est si excitant? Elon Musk n'est pas seulement un entrepreneur, c'est un visionnaire qui comprend le pouvoir de la convergence technologique. Nous sommes au milieu d'une tempête parfaite où 5 plateformes d'innovation, l'intelligence artificielle, IA, la robotique, le stockage d'énergie, la technologie blockchain et la séquençage multi-omique convergent pour remodeler le monde. L'IA, en particulier, agit comme le catalyseur suprême, amplifiant l'impact de ces technologies. Elon ne comprend pas seulement ces dynamiques, il est immergé dedans, menant des avancées dans 3 de ces domaines à travers ses entreprises. L'ingrédient secret? Les données. Chacune de ces entreprises génère des données propriétaires, une ressource inestimable au cœur de la course à la domination de l'IA. Dans un monde où les données sont le nouvel or, Elon construit un empire basé sur cette richesse. Mais quel rapport avec le gouvernement? La réponse est simple, l'efficacité. Le gouvernement est rempli de données, mais aussi d'inefficacité qui freinent le progrès. Elon n'est pas là uniquement pour les données. Son objectif est d'optimiser un système qui, depuis trop longtemps, est lent et bureaucratique. Un gouvernement plus efficace profite non seulement aux citoyens, mais libère également des ressources pour affronter les défis mondiaux avec plus d'agilité. Imaginez un système qui fonctionne comme une machine bien huilée, propulsée par l'innovation et la technologie. C'est l'avenir qu'Elon aide à construire. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas ignorer les défis actuels. Nous sommes pris dans une récession silencieuse, où la vitesse de circulation de l'argent ralentit. La main-d'œuvre, des secteurs fédéraux aux secteurs locaux, en passant par les domaines quasi-gouvernementaux comme l'éducation et la santé, fait face à l'incertitude et à la peur. Les gens s'inquiètent pour l'avenir, et à juste titre. Ces corrections, bien que nécessaires, sont douloureuses. Cependant, elles sont le prix d'un changement structurel qui nous mènera à une économie plus dynamique et résiliente. Les trimestres à venir pourraient être difficiles, mais chaque pas en avant nous rapproche d'un système plus efficace et d'une société prête à exploiter le potentiel de ces technologies convergentes.
Le futur est là et il est temps d'agir. La vision d'Elon et la convergence technologique nous ouvrent les portes à un monde de possibilités. Malgré les défis à court terme, le chemin vers l'efficacité et l'innovation est clair. Préparez-vous à faire partie de cette transformation, car le demain se construit aujourd'hui et nous avons tous un rôle à jouer dans cette révolution.